Si vous réparez ce moteur, je vous donne tout mon salaire. Se moqua le millionnaire en s'adressant à l'humble mécanicienne, avant de rester bouche bée devant ce qu'elle fit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Robert Mitchell entra pour la 8e fois dans un garage, sur le point de perdre patience et raison. Le moteur de sa Chevelle SS des années 70, son trésor personnel et la fierté de la famille Mitchell, venait de rendre l'âme juste devant Barnes & Fils Réparation Auto, un garage niché dans une rue secondaire de Brentwood, Tennessee. Robert regarda l'endroit avec dédain. « C'est ici que les moteurs viennent dire adieu » marmonna-t-il pour lui-même. L'enseigne sur la façade était de travers, avec quelques lettres manquantes. Des pneus couverts de poussière étaient empilés à l'extérieur. Il soupira. C'était tout ce qui lui restait. Il s'avança vers l'entrée de l'atelier. Au fond du garage, il aperçut quelqu'un penché sur le capot d'un vieux camion. Des bottes sales, un jean graisseux, une silhouette qui semblait aussi vieille que l'atelier. Il s'approcha et demanda, sans cacher le sarcasme dans sa voix, « Y a-t-il quelqu'un ici capable de réparer un vrai classique ?» La personne sortit de sous le capot. Elle s'essuya les mains sur un chiffon usé, releva le visage et répondit avec un sourire malicieux, « Je suis la mécanicienne, Sarah Barnes. Je peux jeter un œil à votre voiture. » Robert resta silencieux un instant. Elle était jeune, couverte de graisse, d'apparence ordinaire et bien trop sûre d'elle. Il haussa un sourcil. « Vous ?» Elle hocha la tête. « C'est ça. Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, j'ai emmené cette voiture dans cet atelier spécialisé. Personne n'a pu trouver ce qui n'allait pas avec le moteur. Pas même les meilleurs ingénieurs de Nashville. » Sarah croisa les bras, s'appuya contre le pare-choc du camion et répondit avec un sourire à moitié sarcastique, « C'est simplement parce que vous n'êtes pas venu ici en premier. » Son audace le fit presque rire. « Si vous réparez ce moteur, je vous donne tout mon salaire, » dit-il avec un sourire moqueur. Sarah lui rendit son sourire, encore plus sarcastique. « Très bien, mais je le veux en espèces. » Robert cligna des yeux. Sa réponse frappa son orgueil comme une gifle. Il s'attendait à une plaisanterie ou à un rire poli, mais elle ne s'y a même pas. Elle se dirigea simplement vers une armoire rouillée, en sortit une vieille boîte à outils sur laquelle était inscrit à la main le nom Barnes et s'approcha de la Chevelle comme si elle s'apprêtait à percer un secret de famille. « Ouvrez le capot ?» demanda-t-elle. Robert s'exécuta sans réfléchir. Sarah étudia le moteur une minute, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle prit un morceau de tuyau, le posa contre le bloc moteur et écouta attentivement à l'autre bout. Son expression était sérieuse mais calme, expérimentée malgré son âge. En moins de 10 minutes, elle retira 2 pièces, effectua un réglage manuel sur la ligne d'allumage et nettoya les connecteurs avec une brosse à poil court. « Essayez maintenant » dit-elle en reculant. Robert monta dans la voiture, tourna la clé, et la Chevelle rugit. Comme au bon vieux temps, un son profond, régulier, net. Il coupa le moteur, sortit et regarda Sarah comme si elle venait d'accomplir un tour de magie. « Comment avez-vous » balbutia-t-il. C'était juste une connexion inversée dans le système d'allumage. « Votre moteur demandait de l'aide » dit-elle en haussant les épaules. Robert tenta de se ressaisir. « Combien je vous dois » Sarah n'hésita pas. « Votre salaire. » Il rit, mais son sourire s'effaça rapidement. « Je plaisantais. » Elle s'avança et répondit d'un ton calme, mais avec des yeux perçants, « Mon père disait toujours, un homme n'a qu'une parole, et un roi ne revient pas dessus. Êtes-vous un homme, monsieur Mitchell ?» Il se figea. « Demain, j'apporterai l'argent. »« Je serai là, » dit-elle, se retournant déjà vers le camion qu'elle avait laissé ouvert. Robert monta dans la Chevelle, démarra le moteur, qui ronronnait maintenant comme un lion satisfait, et partit sans se retourner. Mais à l'intérieur de la voiture, il se mordit la lèvre inférieure, vaincu par la seule mécanicienne qui n'avait pas cherché à l'impressionner. Elle avait simplement fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, écouter le moteur, et briser son orgueil par la même occasion. Robert Mitchell passa la nuit à faire ses comptes. Son salaire mensuel en tant qu'ingénieur en chef chez Mitchell Automotive Industries n'était pas négligeable, 15 000 $ après impôts, assez pour acheter une voiture neuve, assez pour faire sourire n'importe quel mécanicien de Brentwood pendant un mois, mais c'était aussi assez pour blesser son orgueil. Le lendemain matin, il gara la Chevelle devant Barnes Réparation Auto à 9 heures précises. Le moteur ronronnait toujours parfaitement,
Un rappel constant qu'une femme aux mains sales avait accompli ce que les meilleurs experts de Nashville n'avaient pas pu faire. Il sortit de la voiture avec une épaisse enveloppe dans la poche intérieure de son blazer. En espèces, comme elle l'avait demandé. Mais Robert Mitchell n'était pas homme à accepter la défaite facilement. Sarah était au même endroit que la veille, penchée sur le moteur d'un Ford F-150 bleu délavé. Elle portait le même jean taché de graisse, mais aujourd'hui, elle avait une chemise à carreaux nouée autour de la taille. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Rien de glamour, rien de remarquable, et pourtant, elle avait déjoué tout son savoir en 10 minutes. « Bonjour, mademoiselle Barnes », dit-il, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux sans sortir de sous le capot. « Oh, vous êtes revenu. Je pensais que vous aviez oublié notre conversation. »« Un Mitchell n'oublie jamais une dette », répondit-il en sortant l'enveloppe de sa poche. « 15 000 $, comme promis. » Sarah s'essuya les mains sur un chiffon et prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit, compta rapidement et hocha la tête. « Parole de roi », murmura-t-elle en rangeant l'argent dans un tiroir poussiéreux derrière une pile de vieux manuels. Robert s'attendait à ce qu'elle soit impressionnée. Il espérait un merci, ou au moins un sourire. Mais Sarah retourna simplement au moteur du F-150 comme si 15 000 $ étaient de la menue monnaie. Cela le dérangea plus qu'il n'aurait dû. « Vous savez quoi, mademoiselle Barnes ?» dit-il en croisant les bras. « Je veux voir si hier n'était pas un coup de chance. » Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « De la chance ? Nous avons un moteur à notre usine qui nous pose des problèmes depuis 3 semaines. Toute une équipe d'ingénieurs n'a pas réussi à trouver la panne. Vous voulez tenter votre chance ? » Sarah s'essuya les mains lentement, en réfléchissant. « Pourquoi ferais-je ça ? Par curiosité ? Pour l'argent ? » Robert haussa les épaules. « Choisissez. » Elle s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de lui. « Si je répare ce moteur, vous me traitez avec respect. Plus de mademoiselle condescendant. Plus de regard de travers. Plus de tests pour voir si j'ai eu de la chance. » Robert hésita. Il y avait quelque chose dans sa voix qui le déstabilisait. Une sorte d'autorité qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un endroit comme celui-ci. « Marché conclu », dit-il en tendant la main. Sarah la serra fermement. Ses paumes étaient rêches à cause du travail, mais sa poignée de main était ferme. « Alors, allons à votre usine. » Mitchell Automotive Industries se trouvait de l'autre côté de Brentwood, dans un complexe industriel moderne avec des bâtiments en verre et des parkings goudronnés. Sarah sortit de son pick-up rouge délavé et regarda l'endroit avec intérêt, mais sans intimidation. Robert la conduisit à la zone de développement où une équipe de 5 ingénieurs se tenait autour d'un moteur V8 posé sur un établi en métal. Tous portaient des chemises blanches et des badges d'identification. « Tout le monde, » dit Robert. « Voici Sarah Barnes. Elle va jeter un œil à notre problème. » Les ingénieurs échangèrent des regards. L'un d'eux, un homme d'âge mûr avec des lunettes et une cravate bleue, fronça les sourcils. « Est-ce une consultante spécialisée ?» demanda-t-il en la jaugeant de la tête aux pieds. « C'est une mécanicienne », répondit Robert. Le silence qui suivit fut pesant. Sarah remarqua les regards dédaigneux, mais ne sembla pas s'en soucier. Elle s'approcha de l'établi et étudia attentivement le moteur. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle. « Le moteur démarre, mais il perd de la puissance après quelques minutes, » expliqua une ingénieure blonde. « Nous avons vérifié l'injection, le système électrique, le refroidissement. Tout semble normal lors des tests. » Sarah hocha la tête et demanda un stylo. Comme personne ne lui entendait, elle sortit un stylo bleu de sa poche et commença à prendre des notes sur son propre bras gauche. Des chiffres, des schémas simples, des points de repère. Les ingénieurs l'observaient comme une bête rare. « Je peux démonter la culasse ?» demanda-t-elle. « Allez-y », dit Robert. Sarah utilisa les outils disponibles sur l'établi et se mit au travail. Ses mains bougeaient avec précision, chaque mouvement délibéré. Elle démonta la culasse en 15 minutes, examina chaque pièce une par une, puis pointa un petit capteur fixé sur le côté du bloc. « Voilà votre problème, » dit-elle en touchant la pièce. Mauvais contact dans le capteur de température du liquide de refroidissement. Il envoie de mauvaises données à l'écu. Le système pense que le moteur surchauffe et coupe automatiquement la puissance. C'est impossible, marmonna l'homme aux lunettes. Nous avons testé ce capteur 3 fois. Vous l'avez testé en dehors du moteur, répondit Sarah, toujours en regardant la pièce. Le problème n'apparaît qu'avec les vibrations. Le contact interne est lâche. Elle débrancha le capteur,
nettoya les bornes avec une petite brosse et reconnecta le tout. Puis elle remonta la culasse aussi rapidement qu'elle l'avait démontée. « Vous pouvez le tester maintenant », dit-elle en s'éloignant de l'établi. L'homme aux lunettes démarra le moteur. Le V8 rugit doucement et maintint un ralenti stable. Il accéléra. Le moteur répondit instantanément. Plus de gaz, pleine puissance, aucune baisse de performance. Tout le monde resta silencieux. Robert regarda Sarah, qui s'essuyait les mains sur un chiffon emprunté. « Vous êtes un génie », dit-il, sincèrement impressionné. Sarah le regarda avec un demi-sourire. « Je préfère qu'on m'appelle mécanicienne. » Elle rendit les outils, fit un signe à l'équipe et se dirigea vers la sortie. Robert la suivit, encore en train d'assimiler ce qu'il venait de voir. « Comment saviez-vous » demanda-t-il en la rattrapant dans le couloir. « J'ai écouté le moteur » répondit-elle sans s'arrêter. Il m'a dit où était le problème. Les moteurs ne parlent pas. Sarah s'arrêta et se tourna vers lui. Pour ceux qui savent écouter, si. Il faut juste apprendre leur langage. Elle continua de marcher vers la sortie, laissant Robert debout dans le couloir avec plus de questions que de réponses, et avec la certitude absolue que Sarah Barnes était bien plus qu'une simple mécanicienne de petite ville. Elle était un mystère qu'il devait percer. Robert Mitchell dormit à peine cette nuit-là. L'image de Sarah démontant le moteur en 15 minutes pendant que 5 ingénieurs experts restaient là à regarder en silence tournait dans son esprit comme un piston défaillant. Le lendemain matin, il arriva au bureau 2 heures plus tôt que d'habitude. Il s'assit dans son fauteuil en cuir derrière son bureau en acajou et commença à griffonner des chiffres sur un bloc-notes. Salaire de base, avantages, mutuelles, participation aux bénéfices. Que faudrait-il pour convaincre quelqu'un comme Sarah Barnes de travailler pour lui? À 10 heures, il appela Jennifer, sa secrétaire, via l'interphone. « Jen, préparez un contrat de travail. J'en aurai besoin cet après-midi. »« Pour quel poste, monsieur Mitchell ?»« Ingénieur conseil senior. Salaire de départ à 80 000 $ par an avec réévaluation tous les 6 mois. » Jennifer nota mais hésita. « Avez-vous discuté de cela avec les RH ?»« Pas besoin. Je ferai l'entretien moi-même. » À 14 heures, Robert retourna chez Barnes Réparation Auto. Cette fois, il portait une chemise bleu clair sans cravate, essayant de paraître moins formel. Pourtant, il se sentait déplacé dans cet environnement. Sarah était sous un Dodge Ram noir, seules ses jambes étaient visibles. Il entendit le bruit des clés à molette et quelques mots étouffés en espagnol, des mots qui n'étaient probablement pas des compliments sur le système de suspension. « Mademoiselle Barnes » appela-t-il. « Si c'est un autre test, vous pouvez partir », répondit-elle de sous le camion. « J'ai déjà prouvé ce que j'avais à prouver. En fait, je suis venu vous faire une offre. » Sarah sortit de sous le Dodge, s'assit par terre et le regarda avec curiosité. Elle avait une tache d'huile sur la joue gauche et les cheveux en désordre. Quel genre d'offre? Robert sortit un contrat de la poche intérieure de son blazer et le déplia soigneusement. Un poste chez Mitchell Automotive Industries. 80 000 $ par an plus les avantages. Vous seriez notre ingénieur conseil senior. Sarah prit le papier et le lut rapidement en fronçant les sourcils. Puis elle le lui rendit. Non, merci. Robert cligna des yeux, confus. Il s'était préparé à une négociation. Peut-être une demande d'augmentation, des questions sur les horaires, pas un nom simple et direct. Vous n'y avez même pas réfléchi, dit-il. 80 000 $, c'est 4 fois plus que ce que vous gagnez probablement ici. Et alors? Sarah se leva et commença à s'essuyer les mains sur un chiffon sale. Je suis bien ici, dans l'atelier de mon père. Il m'a tout appris. C'est ici ma place. Votre père? Robert regarda autour de lui. Où est-il? Sarah désigna une photo encadrée sur le mur à côté d'un calendrier de 2019. La photo montrait un homme d'âge mûr souriant dans une combinaison bleue, une clé à la main. En dessous, une petite plaque dorée indiquait « En mémoire d'Edward Barnes, 1965 à 2021 ». Robert sentit un nœud se serrer dans son estomac. « Je suis désolé, je ne savais pas. »« Ce n'est pas grave, » dit Sarah en retournant au Dodge. « Il m'a appris que la place d'un mécanicien est là où il y a un moteur cassé. Et par ici, il y a toujours du travail. » Robert la suivit, déterminé à ne pas abandonner. Mais Sarah, réfléchissez grec. Vous travaillez avec de vieux outils. Le sol est fissuré. Il n'y a pas de climatisation et le toit fuit à 3 endroits. Et alors? Vous avez trop de talent pour rester dans un endroit comme celui-ci.
Dans notre entreprise, vous auriez des laboratoires modernes, des équipements de pointe, une équipe qualifiée. Sarah arrêta de travailler sur le moteur et se tourna lentement vers lui. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange de tristesse et d'irritation. « Monsieur Mitchell, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Connaissez-vous la différence entre un moteur et une machine ?» Robert hésita. « Eh bien, techniquement, un moteur est un type de machine ?»« Non, l'interrompit-elle. Un moteur a une histoire. Il a une personnalité. Chaque rayure, chaque bruit étrange, chaque vibration raconte l'histoire de qui l'a conduit, où il est allé, ce qu'il a vécu. » Elle désigna le Dodge Ram. « Celui-ci appartient à Jim Morrison. »« Pas le chanteur, sourit-elle. »« Jim, le type qui a un ranch de bétail de l'autre côté de la ville. Il a acheté ce pick-up en 2003 pour emmener sa plus jeune fille à l'école tous les jours. 17 ans plus tard, elle est devenue médecin et a déménagé à Nashville. Mais Jim l'amène toujours tous les mois pour une mise au point parce que ce moteur contient tous leurs souvenirs. » Robert écoutait en silence. « C'est là que les moteurs ont une âme, » continua Sarah en désignant le garage. « Dans votre usine, vous n'avez que des machines. Des pièces neuves, des ordinateurs, de l'efficacité, mais personne ne se soucie de l'histoire que chaque moteur portera. »« Sarah, c'est romantique, » dit Robert, essayant de paraître compréhensif. « Mais ça ne paie pas les factures. Ça ne construit pas un avenir solide. Mon père a construit ce garage de ses propres mains en 1987, dit-elle en se dirigeant vers l'établi. Il a payé la maison, m'a élevé seul après la mort de ma mère, m'a tout appris avec des moteurs qui avaient une âme. Monsieur Mitchell, pas avec des machines sans histoire. » Robert s'approcha de l'établi et remarqua une boîte à outils ouverte. À l'intérieur, chaque clé, chaque pince, chaque tournevis était organisé avec une précision militaire. Certains outils étaient clairement vieux, leurs manches en bois poli par l'usage. « C'étaient les siens ?» demanda Robert en désignant les outils. « Certains, oui. D'autres, je les ai fabriqués moi-même, » dit Sarah en prenant une clé avec un manche peint en bleu. « J'ai fabriqué celle-ci quand j'avais 15 ans. Mon père disait, un vrai mécanicien doit connaître ses outils comme un musicien connaît son instrument. » Robert prit la clé. Elle était lourde, solide, marquée de rayures et de signes d'usure. « Vous avez fait ça ? » Je l'ai forgé dans l'atelier d'Accent Grave Côté. C'est monsieur Ramirez qui m'a appris. Ça m'a pris 3 semaines, mais elle est sortie parfaite. Robert lui rendit l'outil, visiblement impressionné. « Sarah, je comprends la valeur sentimentale de tout ça, mais imaginez ce que vous pourriez faire avec des ressources illimitées, de la recherche, du développement, une technologie de pointe. » « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle en fermant la boîte à outils. « Pour construire des moteurs plus efficaces, plus propres, plus silencieux. Oui, pour améliorer la vie des gens. » Sarah sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. « Monsieur Mitchell, savez-vous pourquoi j'ai réparé votre cheval en 10 minutes ? Parce que vous êtes talentueuse. Parce que j'ai écouté. Je me suis allongé dessous, j'ai posé ma main sur le moteur et j'ai écouté ce qu'il essayait de me dire. Dans votre usine, personne n'écoute. Vous mesurez, calculez, faites des tests, mais personne ne s'arrête pour demander « De quoi ce moteur a-t-il besoin pour se sentir vivant ?» Robert fronça les sourcils. « Les moteurs ne se sentent pas vivants, Sarah. Ce sont des machines. » « Exactement, » dit-elle en prenant un tournevis et en retournant vers le Dodge. « C'est exactement de ça que je parle. » Elle disparut de nouveau sous la voiture. Robert resta là, tenant le contrat rejeté, essayant de donner un sens à la conversation. « Ça... » Monsieur Mitchell, l'interrompit-elle, sa voix étouffée. « Vous êtes un homme intelligent. Vous avez une entreprise prospère, de l'argent, du prestige. Mais je parie que ça fait des années que vous n'avez pas touché à un vrai moteur, que vous n'avez pas senti la chaleur du métal, que vous n'avez pas entendu le grondement d'un V8 bien réglé. » Robert ouvrit la bouche pour argumenter, mais réalisa qu'elle avait raison. Quand avait-il travaillé de ses mains pour la dernière fois? Quand avait-il eu de la graisse sous les ongles? « Votre offre est généreuse, » continua Sarah. « Mais je ne veux pas d'un travail où les moteurs ne sont que des chiffres dans un tableur. Je veux rester ici, où ils peuvent être eux-mêmes. » Robert plia le contrat et le glissa dans sa poche. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il. « Allez-y, n'avez-vous pas peur d'être laissé pour compte? De manquer des opportunités ?» Sarah sortit de nouveau de sous la voiture et s'assit par terre, le regardant droit dans les yeux. «
Monsieur Mitchell, vous avez peut-être des laboratoires modernes et des équipements coûteux, mais j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'est-ce que c'est? Je sais faire chanter un moteur. Elle se leva, attrapa les clés du Dodge et démarra le moteur. Le son était parfait, doux, puissant, équilibré. Vous entendez ça? Dit-elle en faisant vrombir le moteur. C'est de la musique. C'est l'âme. Robert écouta. Pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il n'entendait pas seulement du bruit. Il écoutait vraiment un moteur. Sarah coupa le moteur et se tourna vers lui. Votre offre est tentante, Monsieur Mitchell, mais je préfère rester ici, où je peux apprendre au moteur à chanter. Elle retourna à l'établi, montrant clairement que la conversation était terminée. Robert se dirigea vers la sortie, confus et légèrement vexé. Personne ne l'avait jamais repoussé comme ça. Personne n'avait jamais remis en question ses valeurs et ses priorités si simplement. Mais en marchant vers sa chevelle, il ne pouvait pas se sortir de la tête le son du moteur du Dodge. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda quand il avait fait chanter quelque chose pour la dernière fois. Le lundi suivant, Robert Mitchell se présenta à Barnes Réparation Auto à 10 h avec une question sur les carburateurs et les moteurs classiques. Le mardi, il revint en posant des questions sur les systèmes d'allumage électronique par rapport au rupteur. Le mercredi, il voulait connaître la différence entre l'huile synthétique et minérale dans les vieux moteurs. Le jeudi, Sarah commença à trouver cela suspect. « Monsieur Mitchell », dit-elle en sortant de sous une Mustang rouge de 1965. « N'avez-vous pas toute une équipe d'ingénieurs pour répondre à ces questions ?» Robert ajusta sa cravate, un peu gêné. « Si, mais j'aime entendre des opinions différentes, des perspectives différentes. »« Ah bon ?» Sarah attrapa un chiffon et commença à s'essuyer lentement les mains, clairement amusée. « Et ces perspectives différentes n'existent pas à Nashville, seulement ici à Brentwood. » Eh bien, vous avez une approche unique. Robert resta là, au milieu du garage, à regarder Sarah travailler. C'était étrange comme il se sentait à l'aise dans cet endroit, malgré le désordre organisé, l'odeur d'huile et la musique country qui s'échappait d'une vieille radio dans un coin. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il finalement. « Vous pouvez, mais si c'est à propos des moteurs, je facture les consultations. » « Ce n'est pas à propos des moteurs, c'est à propos de vous. » Sarah arrêta de s'essuyer les mains et le regarda. « De moi? Comment avez-vous appris tout ça? Je veux dire, vous en savez plus que beaucoup d'ingénieurs que j'ai rencontrés. » Sarah sourit et se dirigea vers l'établi. « Mon père. Il m'a appris depuis que je suis enfant. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à lui passer les outils. À 10 ans, je pouvais faire une vidange seule. À 15 ans, je démontais des moteurs entiers. Et l'école, l'université? J'ai fini le lycée. Après ça, mon père est tombé malade. Un cancer. J'ai dû reprendre l'atelier. » Robert sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. » « Pas la peine. Il a bien vécu, il est parti en paix, et il m'a laissé le meilleur héritage que je pouvais demander, le savoir. » Robert regarda l'atelier avec de nouveaux yeux. Chaque outil accroché au mur, chaque manuel empilé sur l'étagère, chaque machine vieille mais bien entretenue, tout racontait une histoire de dévouement et d'amour. « Votre père a toujours été mécanicien? » Depuis ses 16 ans. Il a commencé comme apprenti dans un garage à Memphis. Puis il est venu ici, a travaillé pour d'autres jusqu'à ce qu'il économise assez pour ouvrir son propre atelier. Et il n'a jamais voulu faire autre chose. Sarah haussa les épaules. « Je n'y ai jamais pensé. J'ai toujours su que ce serait ma place. N'êtes-vous jamais curieuse du monde extérieur? D'autres villes, d'autres pays? Bien sûr que si. Mais je n'ai pas besoin de partir pour voir le monde. » Elle désigna les voitures dans l'atelier. Chaque moteur qui passe par ici apporte des histoires de différents endroits. Cette Mustang vient de Détroit. Ce pick-up vient du Texas. Cette Corolla appartient à une famille japonaise qui a déménagé ici il y a 5 ans. Robert n'avait jamais vu les choses sous cet angle. C'est une perspective intéressante. C'est la vraie vie, Monsieur Mitchell. Pas seulement une perspective. Le vendredi, Robert se présenta sans question technique. Il resta simplement là à regarder Sarah travailler sur une Camaro de 1969 avec des problèmes de transmission. « N'avez-vous pas une entreprise à diriger aujourd'hui » demanda-t-elle sans détourner le regard de la voiture. « Si, mais j'ai délégué quelques tâches. »« Première fois ? Que voulez-vous dire ? » ?»« Première fois que vous déléguez. Je parie que vous êtes le genre de patron qui veut tout contrôler. » Robert rit,
surpris de la justesse de son analyse. Comment pouvez-vous le savoir? Votre façon de parler, toujours si sérieuse, si formelle. Un homme qui ne fait pas confiance aux autres pour faire le travail correctement. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance? Si, c'est ça. Sarah sourit. Mais ce n'est pas grave. Je suis pareil avec mes moteurs. Robert passa le reste de la matinée à regarder Sarah travailler. Il y avait quelque chose de presque hypnotique dans sa façon de bouger. Comment ses mains trouvaient toujours le bon outil sans regarder? Comment elle pouvait diagnostiquer un problème juste en écoutant? Je peux essayer? Demanda-t-il soudainement. Essayer quoi? Aider. Vous passez les outils. Je ne sais pas. Sarah le toisa de haut en bas. Dans cette tenue? Robert regarda son costume gris et sa cravate en soie. Je peux enlever la veste et la cravate? Et les chaussures italiennes? Robert hésita. Les chaussures aussi, monsieur Mitchell. Ce sol est couvert d'huile. Vous allez glisser et vous fendre le crâne, ou pire, vous salirez mon sol propre avec du sang. Robert rit et enleva les chaussures, se retrouvant en chaussettes. Voilà. Maintenant, je peux aider? Sarah l'étudia une seconde, amusée. Vous essayez de devenir stagiaire? Peut-être. Très bien, alors. Prenez cette clé de 15 mm. Robert regarda l'établi, complètement perdu. Il y avait des dizaines de clés, de toute taille. Celle-ci? Demanda-t-il en prenant une au hasard. C'est une 12. La 15 est la troisième en partant de la gauche. Robert attrapa le bon outil et le tendit à Sarah. Merci. Maintenant, tenez ce tuyau pendant que je serre la connexion. Ils travaillèrent ensemble pendant environ 1 heure. Robert était maladroit, mais faisait de son mieux. Sarah était patiente, bien qu'elle ne retint pas ses commentaires sarcastiques sur son manque de compétences pratiques. Pour un ingénieur, vous êtes plutôt mauvais avec vos mains, dit-elle alors que Robert laissait tomber un tournevis pour la 3e fois. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé directement avec des outils. Combien de temps? Robert réfléchit un instant. Environ 15 ans. 15 ans. Sarah arrêta ce qu'elle faisait. Vous n'avez pas touché un moteur depuis 15 ans. J'ai eu d'autres responsabilités. Comme quoi? La gestion, la planification stratégique, les réunions avec les investisseurs. Des choses importantes. C'est important. Plus important que ça? Elle désigna le moteur de la Camaro. Robert ne sut que répondre. À ce moment, un garçon d'environ 12 ans apparut à l'entrée du garage. Il était mince, avec des cheveux bruns en désordre et des vêtements qui n'étaient clairement pas neufs. Il avait un sac à dos d'école et un grand sourire. « Salut, Sarah » cria-t-il en courant vers eux. « Et, choui » Sarah ouvrit les bras pour une étreinte. « Comment était l'école » ? « Ennuyeuse. Le prof de maths nous a donné des devoirs pour le week-end. »« Dure vie. » Le garçon remarqua Robert et fronça les sourcils. « C'est qui ce type en cravate ?»« C'est monsieur Mitchell. »« Monsieur Mitchell, voici Choui. Il m'aide ici à l'atelier après l'école. » Robert fit un signe de la main au garçon. « Bonjour, Choui. »« Salut. » Choui le toisa de la tête aux pieds. « Pourquoi vous ne portez pas de chaussures ?»« Il m'aidait, » expliqua Sarah. « Aider ?» Choui rit. « Les hommes en costume ne savent pas réparer les moteurs. »« Choui » gronda Sarah. « Quoi ? C'est vrai. Les types en costume ne savent que parler. Ils ne savent pas faire les choses. » Robert sentit son visage s'empourprer. Mais il devait admettre que le garçon avait raison. « Tu habites près d'ici, Choui » demanda-t-il pour changer de sujet. « J'habite à l'orphelinat de l'église méthodiste. C'est à 3 rues d'ici. »« Oh ! Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. J'habite là maintenant. » Robert ne sut que dire. La façon dont le garçon parlait de sa propre tragédie si naturellement le laissa sans voix. « Choui vient ici tous les jours après l'école, » expliqua Sarah. « C'est mon assistant officiel. »« Assistant ?» Choui se redressa, fier. « Je suis spécialiste des petits moteurs. Tondeuse, tronçonneuse, ce genre de choses. »« C'est impressionnant, » dit Robert sincèrement. « Et vous, vous faites quoi ?» demanda Choui. « Je suis ingénieur. Je possède une entreprise qui fabrique des moteurs. »« Des gros moteurs ?»« Oui, pour les voitures neuves. »« Oh !» Choui parut un peu déçu. « Les moteurs neufs sont ennuyeux. Ils n'ont aucune personnalité. »
Robert jeta un coup d'œil à Sarah, qui essayait de ne pas rire. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'ils sont tous pareils, expliqua Choui comme si c'était évident. Les vieux moteurs sont différents. Chacun a sa propre manière, sa propre humeur. Cette Camaro, par exemple, elle aime accélérer lentement. Si tu essaies trop vite, elle cale. Comment sais-tu ça? C'est Sarah qui me l'a appris. Elle sait parler au moteur. Robert passa le reste de l'après-midi à regarder Sarah et Choui travailler ensemble. Il était clair qu'elle était devenue une figure maternelle pour le garçon. Elle lui enseignait avec patience, le corrigeait gentiment et le protégeait avec un instinct féroce. Sarah est aussi une bonne cuisinière, dit Choui, assis sur un tabouret ou à côté de l'établi. Elle fait le meilleur sandwich au fromage grillé du Tennessee. Choui, arrête de raconter ma vie à Monsieur Mitchell, dit Sarah, embarrassée. Pourquoi? Il a l'air gentil. Un peu maladroit, mais gentil. Robert rit. Merci, je crois. Sarah devrait sortir avec quelqu'un, continua Choui, ignorant le regard noir qu'elle lui lançait. Elle travaille trop. Elle ne sort jamais. Elle ne s'amuse jamais. Choui. Quoi? C'est vrai. La dernière fois que tu es sorti, c'était il y a 6 mois pour l'anniversaire de Madame Maria. Ça ne regarde pas Monsieur Mitchell. Bien sûr que si, dit Choui en se tournant vers Robert avec un sourire malicieux. Je parie que le type à la voiture de luxe est amoureux de Sarah. Robert faillit s'étouffer. Je foi? Regardez comme il est devenu rouge, cria Choui en riant. Je le savais. Choui, arrête, dit Sarah, bien qu'elle rit aussi. Le type à la voiture de luxe est amoureux de Sarah. C'est pour ça qu'il vient tous les jours en faisant semblant d'avoir des questions. Le visage de Robert brûlait. L'observation du garçon était d'une justesse embarrassante. Je dois y aller, balbutia-t-il en attrapant rapidement ses chaussures. Il s'enfuit, cria Choui. Ça le prouve. Robert dit au revoir rapidement et courut presque jusqu'à sa chevelle. En rentrant chez lui, il ne pouvait s'empêcher de penser au rire de Sarah et aux paroles du garçon. Était-ce vraiment si évident? Sarah l'avait-elle remarqué? Et plus important encore, qu'allait-il faire à ce sujet? Car pour la première fois depuis des années, Robert Mitchell devait admettre qu'un orphelin de 12 ans avait absolument raison. Il était amoureux. Robert Mitchell passa le week-end à essayer de ne pas penser à Sarah Barnes. Il essaya de se concentrer sur des rapports financiers, des feuilles de calcul de production, tout ce qui pouvait le tenir occupé. Mais chaque fois qu'il démarrait la chevelle, le son doux du moteur lui rappelait les mains de Sarah ajustant l'allumage. La confiance dans ses mouvements, la façon dont elle parlait au moteur comme s'ils étaient de vieux amis. Et les mots de Choui résonnaient dans son esprit, le type à la voiture de luxe est amoureux. Le lundi matin, il entra dans son bureau, déterminé à oublier l'atelier Barnes et à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, les affaires. Il avait une réunion avec des investisseurs à 10 heures, une conférence téléphonique avec l'équipe de développement à 14 heures, et une pile de contrats en attente de sa signature. Mais au moment où il s'assit et alluma son ordinateur, son esprit retourna vers Sarah, disant que son entreprise n'avait que des machines, pas des moteurs avec une âme. La remarque avait touché un point sensible, quelque chose de plus profond qu'il ne voulait pas admettre. À 9 heures du matin, au lieu de revoir la présentation pour les investisseurs, Robert se retrouva à marcher dans les couloirs de l'entreprise en direction des archives du sous-sol. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il avait un sentiment étrange, comme s'il avait manqué quelque chose d'important. Les archives de Mitchell Automotive Industries occupaient une immense pièce au sous-sol du bâtiment principal. Des étagères métalliques s'étendaient du sol au plafond, remplies de boîtes triées par année et par département. Robert y descendait rarement. Pourquoi s'embêter avec de vieux papiers quand il avait des assistants pour ça? Mais aujourd'hui, c'était différent. Il commença par les boîtes des années 1980, quand son père dirigeait encore l'entreprise. Gerald Mitchell avait été un homme pratique, axé sur les résultats, qui avait transformé un petit atelier familial en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Robert l'avait toujours admiré pour ça. La première boîte contenait des contrats de fournisseurs, des factures jaunies et de la correspondance d'entreprise. Rien d'intéressant. La deuxième contenait des rapports de vente et des analyses de marché. Toujours rien. C'est dans la troisième boîte qu'il le trouva. Entre un dossier de brevets déposé et un autre de projets abandonnés, il y avait une épaisse enveloppe en manille avec une étiquette manuscrite, Projet Barnes 1987 à 1989 confidentiel. Le cœur de Robert s'emballa.
Barnes, le même nom de famille que Sarah. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit une pile de documents. Sur la première page, un dessin technique détaillé d'un nouveau type de carburateur signé John E. Barnes, consultant technique. Date, 15 mars 1987. Robert reconnut immédiatement le dessin. C'était la base du système d'injection électronique que Mitchell Automotive avait breveté en 1990 et qui était devenu l'un des produits les plus rentables de l'entreprise dans les années qui suivirent. Il continua à feuilleter les documents, plus de dessins, plus d'innovations, tous signés par John Barnes. Un système de refroidissement plus efficace, une configuration de soupape qui réduisait la consommation de carburant de 15%, des améliorations du système de transmission qui augmentaient la durabilité du moteur. Chacune de ces idées avait ensuite été développée et brevetée par Mitchell Automotive. Chacune avait rapporté des millions de profits au fil des ans. Mais nulle part Robert ne trouva le nom de John Barnes sur les registres de brevets officiels. Au fond de l'enveloppe, il trouva une lettre datée du 10 décembre 1989, adressée à Gerald Mitchell, signée par John Barnes. Monsieur Mitchell, comme nous en avons discuté hier, je vous confirme que je ne serai plus en mesure de fournir des services de conseil à votre entreprise. Des circonstances personnelles m'obligent à quitter Nashville, ce qui rend impossible la poursuite de notre partenariat. Je vous remercie de l'opportunité et j'espère que les projets que j'ai développés au cours des 2 dernières années seront utiles à la croissance de Mitchell Automotive. Cordialement, John Edward Barnes. Robert lut la lettre 3 fois. John Barnes avait quitté Nashville en 1989. Sarah avait dit que son père avait déménagé à Brentwood et ouvert son propre atelier. Les dates correspondaient exactement, mais quelque chose dans la lettre semblait faux. Le ton était formel, presque froid, comme si John Barnes avait été forcé de l'écrire. Robert creusa plus profondément et trouva un dossier séparé avec des notes manuscrites de son père. L'écriture était difficile à lire, mais quelques lignes ressortaient. Barnes veut un crédit public pour les innovations. Expliquer que le travail de conseil est confidentiel par nature. Augmenter le paiement si nécessaire pour assurer le secret. S'il n'accepte pas les conditions, envisager de résilier le contrat. Robert sentit son estomac se retourner. Lentement, la situation devenait claire. John Barnes avait développé des innovations révolutionnaires pour l'entreprise. Il voulait une reconnaissance publique pour son travail. Gerald Mitchell avait refusé, probablement pour garder le contrôle total sur les brevets et les profits. John Barnes avait été contraint de choisir entre un anonymat bien rémunéré et son intégrité professionnelle. Et il avait choisi son intégrité. Robert continua de creuser et trouva d'autres documents, des accords de confidentialité signés par John Barnes, des accords de transfert de propriété intellectuelle, des clauses donnant à Mitchell Automotive les droits exclusifs sur toute innovation développée pendant la période de consultation. Tout était parfaitement légal, mais complètement contraire à l'éthique. Son père avait acheté le talent de John Barnes, puis avait effacé son nom de l'histoire. Robert remonta à son bureau, sous le choc. Il annula la réunion avec les investisseurs, ferma la porte à clé et regarda par la fenêtre sans rien voir. Son entreprise, sa fortune, sa réputation. Tout était construit sur le travail d'un homme qui n'avait jamais reçu le crédit qu'il méritait. Et cet homme était le père de la femme dont il tombait amoureux. L'ironie était trop cruelle pour n'être qu'une coïncidence. À 14 heures, Robert était de retour dans les archives, cette fois avec Jennifer, sa secrétaire, qui l'aida à localiser tous les documents liés au projet Barnes. Il y avait beaucoup plus de matériel qu'il ne l'avait prévu. Monsieur Mitchell, dit Jennifer en feuilletant un dossier de brevet, combien de millions ces projets ont-ils rapporté à l'entreprise? Robert fit un calcul mental rapide. Environ 200 millions au cours des 30 dernières années. Et ce John Barnes n'a jamais reçu de redevance. Apparemment non. Jennifer laissa échapper un petit sifflement. C'est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Robert passa le reste de l'après-midi à examiner chaque document, chaque contrat, chaque note. Plus il lisait, moins il admirait son père, et plus il se sentait coupable. John Barnes avait été un génie. Ses innovations étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. S'il avait reçu le crédit qu'il méritait, il serait aujourd'hui reconnu comme l'un des grands pionniers de l'ingénierie automobile américaine. Au lieu de cela, il était mort dans l'anonymat, gérant un petit garage à Brentwood, Tennessee, et sa fille croyait que Mitchell Automotive n'était qu'une usine de machines sans âme. Si seulement elle savait la vérité.
Robert imagina la réaction de Sarah lorsqu'elle découvrirait que l'entreprise qui tentait de la recruter était la même qui avait volé l'héritage de son père. La colère, la déception, le sentiment de trahison. Elle ne lui pardonnerait jamais. À 18 h, Robert était assis dans son bureau, entouré de documents étalés sur son bureau, quand son téléphone sonna. Robert ? C'était la voix de son oncle Harold, le frère cadet de Gerald Mitchell et l'actuel vice-président de l'entreprise. Jennifer a dit que tu as annulé toutes tes réunions aujourd'hui. Tout va bien ? Harold, j'ai besoin de te parler. Peux-tu venir à mon bureau ? Bien sûr, j'y serai dans 10 minutes. Harold Mitchell était un homme de 60 ans, chauve, avec une moustache grise bien taillée et la même posture sérieuse que Gerald. Il avait travaillé aux côtés de son frère pendant plus de 40 ans et connaissait tous les secrets de l'entreprise. « C'est quoi tous ces papiers ?» demanda Harold en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau de Robert. « Des documents du projet Barnes de 1987 à 1989. » Le visage d'Harold se tendit immédiatement. « Pourquoi tu déterres ça ? » Parce que j'ai rencontré la fille de John Barnes et j'ai découvert que mon père a essentiellement volé son travail. Harold laissa échapper un profond soupir. Robert, ton père était un homme d'affaires. Il a fait ce qui était nécessaire pour protéger l'entreprise. Protéger l'entreprise ? Oncle Harold, John Barnes a développé des innovations qui nous ont rapporté 200 millions de profits. Et il n'a jamais touché un centime de redevance. Il a été payé pour ses services de conseil. Ce qui n'est rien comparé à ce que son travail nous a rapporté. Harold se leva et se dirigea vers la fenêtre. Robert, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnaient dans les années 80. La concurrence était féroce. Si nous avions donné un crédit public à Barnes, d'autres entreprises auraient essayé de l'embaucher. Nous aurions pu perdre notre avantage concurrentiel. Alors, à la place, nous avons détruit sa carrière. Nous n'avons rien détruit. Il a choisi de partir. Après que vous ayez refusé de lui donner le crédit qu'il méritait. Harold retourna à son fauteuil, visiblement mal à l'aise. Robert, c'était il y a plus de 30 ans. Pourquoi tu remues ça maintenant ? Robert prit la photo de John Barnes qu'il avait trouvée dans les dossiers. Un homme d'âge mûr souriant, portant une combinaison bleue et tenant une clé. La même photo qu'il avait vue sur le mur du garage de Sarah. Parce que ce n'est pas juste, oncle Harold. Et parce qu'apparemment, je suis la seule personne dans cette entreprise qui s'en soucie. Harold regarda son neveu pendant un long moment. Tu es amoureux de sa fille, n'est-ce pas ? Robert ne répondit pas, mais son expression en disait long. Oh, Robert. Harold secoua la tête. Ça complique vraiment les choses. Ça ne complique les choses que parce que nous avons fait quelque chose de mal il y a 30 ans et que nous ne l'avons jamais réparé. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Donner un crédit posthume à John Barnes ? Rembourser les redevances à sa fille ? Publier des excuses dans le journal ? Robert n'avait pensé à aucune solution spécifique. Il savait juste qu'il ne pouvait pas vivre avec ce poids sur la conscience. Je ne sais pas encore, mais je dois faire quelque chose. Harold se leva pour partir. Sois prudent, Robert. Parfois, essayer de réparer les erreurs du passé ne fait que créer des problèmes plus grands dans le présent. Après le départ d'Harold, Robert resta seul dans son bureau, fixant la photo de John Barnes. Derrière le sourire, il voyait maintenant la frustration d'un homme talentueux qui n'avait jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Et derrière son propre reflet dans la fenêtre, il voyait un homme qui venait de découvrir que sa fortune était construite sur une injustice. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet ? Et plus important encore, serait-il capable de regarder Sarah dans les yeux à nouveau, en sachant ce qu'il savait ? Robert prit le téléphone et composa le numéro du garage de Barnes. Quand Sarah répondit, il faillit raccrocher. Allô ? Sarah. C'est Robert Mitchell. Salut, monsieur Mitchell. Y a-t-il un problème avec la chevelle ? Non. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Allez-y, pas au téléphone. Puis-je passer demain ? Bien sûr. Mais si c'est pour m'offrir à nouveau un travail ? Ce n'est pas ça. C'est à propos de votre père. Silence à l'autre bout du fil. Mon père ? Qu'y a-t-il à son sujet ? Je vous expliquerai demain. Sarah, votre père était un homme extraordinaire. Je le sais, monsieur Mitchell. Non, vous ne savez pas tout. Et Robert raccrocha, sachant qu'il venait de commencer une conversation qui allait tout changer entre eux. Pour le meilleur ou pour le pire. Robert Mitchell ne dormit pas cette nuit-là.
Il resta éveillé jusqu'à 3 heures du matin, assis dans son salon à Belmead avec une pile de documents sur la table basse et une décision impossible à prendre. Comment pouvait-il dire à Sarah que son entreprise s'était attribué le mérite du travail de son père? Comment pouvait-il expliquer que les millions dont il avait hérité étaient en partie le résultat du talent non reconnu de John Barnes? À 6 heures du matin, il renonça à essayer de dormir. Il prit une douche, enfila un polo bleu et un jean, pas de costume aujourd'hui, et se rendit au centre-ville de Nashville. Il avait une mission. Son premier arrêt fut Hatch Shaw Print, une imprimerie historique sur Broadway qui faisait du travail artisanal depuis 1879. Robert expliqua ce qu'il voulait au propriétaire, restaurer un vieux manuel technique et graver un nom sur la couverture en cuir. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Robert. « Pour un travail comme celui-ci, habituellement environ une semaine » répondit l'artisan, un homme à la barbe grise qui examinait attentivement le manuel. « J'en ai besoin aujourd'hui. Je paierai ce qu'il faudra. » L'homme haussa un sourcil. « Ça doit être très important. »« Ça l'est. Ça coûtera 3 fois le prix normal. » Ce n'est pas un problème. À 10 heures du matin, Robert était à l'université Vanderbilt, dans la bibliothèque d'ingénierie, à la recherche d'informations sur les innovations automobiles des années 1980. Il voulait mieux comprendre le contexte historique des projets de John Barnes, l'importance de ses contributions à l'industrie. Ce qu'il trouva l'impressionna encore plus. Les innovations de John Barnes n'étaient pas seulement bonnes, elles étaient révolutionnaires. Le système d'injection électronique qu'il avait développé était en avance de plusieurs années sur ses concurrents. Certaines des solutions qu'il proposait ne furent adoptées par l'industrie allemande qu'à la fin des années 1990. John Barnes n'était pas seulement un mécanicien talentueux. C'était un visionnaire. À 14 heures, Robert retourna à l'imprimerie. Le manuel était transformé. La couverture en cuir, autrefois usée et tachée, brillait maintenant d'une finition professionnelle. Sur le devant, gravé en élégantes lettres dorées, on pouvait lire « Manuel des innovations ». John Edward Barnes, pionnier et visionnaire, 1955 à 2021. « C'est parfait », dit Robert en payant la facture. « J'espère que la personne appréciera », répondit l'artisan. « Je l'espère aussi. » À 15 heures, Robert se gara devant Barnes Réparation Auto. Il prit une profonde inspiration, attrapa le manuel emballé dans du papier cadeau bleu et entra dans le garage. Sarah était sous une Jeep Cherokee rouge, seules ses jambes étaient visibles. Shui était assis sur un tabouret à côté d'elle, lui passant des outils. « Salut, monsieur Mitchell » cria Shui en le voyant. « Pas de costume aujourd'hui. »« Salut, Shui. J'ai pensé que ce serait plus pratique. » Sarah sortit de sous la Jeep et s'assit par terre, regardant Robert avec curiosité. « Vous avez dit que vous vouliez parler de mon père. »« Oui. » Robert serra plus fort le paquet. « Mais d'abord, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Sarah fronça les sourcils. « Un cadeau ?»« En quelque sorte. » Il lui tendit le paquet. Sarah hésita avant de le prendre, l'air un peu méfiante. Elle ouvrit délicatement le papier et ses yeux s'écarquillèrent en voyant le manuel restauré. « Comment où avez-vous trouvé ça ?»« Je l'ai trouvé dans les archives de mon entreprise. J'ai pensé que vous aimeriez l'avoir. » Sarah ouvrit le manuel et feuilleta les pages. C'étaient des projets techniques détaillés, des schémas complexes, des notes manuscrites de l'écriture soignée de son père. Des choses qu'elle n'avait jamais vues. « Je ne savais pas qu'il avait fait tout ça », murmura-t-elle en touchant doucement une des pages. « Sarah, votre père était un génie. Ses innovations, elles ont changé l'industrie automobile. » Elle continua de feuilleter, et Robert vit des larmes monter à ses yeux. « Pourquoi avez-vous ça » demanda-t-elle finalement. Robert déglutit. C'était l'heure de la vérité. « Parce que mon entreprise, parce que mon père ?» Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Sarah, votre père a travaillé comme consultant pour Mitchell Automotive entre 1987 et 1989. » Elle le regarda, confuse. « Un consultant ? Il a développé plusieurs projets pour nous, des innovations qui sont devenues très rentables. » Et Robert sentit la sueur couler dans son dos. Et il n'a jamais eu le crédit public qu'il méritait. Mon père voulait garder le secret sur la paternité des projets. Sarah ferma lentement le manuel. Continuez. Quand votre père a demandé la reconnaissance de son travail, mon père a refusé. Il a dit que le travail de conseil était confidentiel par nature. Votre père,
il a choisi de partir plutôt que d'accepter l'anonymat. Sarah se leva lentement, serrant le manuel contre sa poitrine. Vous êtes en train de me dire que votre entreprise a volé le travail de mon père? Ce n'était pas du vol. Techniquement, il y avait des contrats, des clauses légales, des contrats que vous l'avez forcé à signer. Robert ne put répondre. Sarah se dirigea vers l'établi et y posa soigneusement le manuel. Combien d'argent votre entreprise a-t-elle gagné grâce à son travail? Sarah, combien? Elle ferma les yeux un instant. 200 millions? Oui. Et mon père est mort en possédant un petit garage, luttant pour payer les factures médicales de son traitement contre le cancer. Robert eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sarah, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. Vous possédez l'entreprise. Comment pouviez-vous ne pas savoir? Je l'ai découvert hier. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je voulais expliquer? Expliquer? Sarah attrapa le manuel et le lui tendit. Vous voulez soulager votre conscience à coups de cadeau? Ce n'est pas ça. Si. Vous avez découvert que votre fortune était construite sur le travail de mon père, et maintenant vous voulez vous sentir mieux en offrant de jolis cadeaux à la fille orpheline. Sarah, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Que vous avez détruit la carrière de mon père? Qu'il aurait pu être reconnu comme l'inventeur qu'il était vraiment, mais que vous avez préféré garder le crédit pour vous? Robert essaya de s'approcher, mais elle recula. Sarah, savez-vous pourquoi mon père a ouvert ce garage? Elle fit un geste autour d'elle. Parce qu'après avoir quitté votre entreprise, personne d'autre n'a voulu l'embaucher. Il y avait une rumeur selon laquelle il était difficile de travailler avec lui, qu'il faisait des demandes déraisonnables. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Alors pourquoi a-t-il passé les 30 dernières années de sa vie à réparer de vieilles voitures au lieu de développer des innovations qui auraient pu changer l'industrie? Robert n'avait pas de réponse. Sarah, je veux réparer ça. Nous pouvons donner un crédit public à votre père, rembourser les redevances? De quel droit? L'interrompit-elle. Vous lui avez volé 30 ans de sa vie. Vous croyez que l'argent peut compenser ça? C'est un début. C'est une insulte. Choui, qui avait observé en silence, s'approcha d'eux. Sarah, dit-il en lui touchant doucement le bras. Peut-être que M. Mitchell essaie de faire ce qu'il faut. Choui, tu ne comprends pas. Si. Mes parents aussi, on me les a volés. L'homme qui a percuté leur voiture était ivre, mais il avait un avocat cher. Il n'a jamais été arrêté. Il ne m'a jamais rien payé. Sarah regarda le garçon, surprise. Mais tu sais quelle est la différence? Continua Choui. Cet homme n'a jamais essayé de me trouver pour s'excuser. Il n'a jamais voulu arranger les choses. Monsieur Mitchell, lui, au moins, il essaie. Choui. Sarah, tu me dis toujours que les gens méritent une seconde chance. Que chaque moteur peut être réparé si quelqu'un a la patience d'écouter ce qui ne va pas. Robert regarda le garçon avec reconnaissance. Merci, Choui. Ne me remerciez pas encore, dit Choui en se tournant vers Robert. Sarah a tout à fait le droit d'être en colère. Vous avez fait quelque chose de très mal à Monsieur Barnes. Je sais. Mais se disputer ne le ramènera pas, et se mettre en colère ne réparera pas le passé. Sarah s'essuya les yeux du revers de la main. Choui, tu es trop jeune pour comprendre ces choses. Je suis jeune, mais je ne suis pas bête. Il se dirigea vers l'établi et attrapa une clé avec un ruban rouge noué au manche. Monsieur Mitchell, Sarah ne fait confiance qu'aux gens qui construisent des choses ensemble. Robert prit la clé, confus. Que veux-tu dire? Ça ne sert à rien de juste dire que vous voulez arranger les choses. Vous devez le montrer. Vous devez vous salir les mains. Vous devez construire quelque chose de nouveau, avec elle. Sarah regarda Choui. Puis Robert. Puis la clé dans ses mains. Choui, tu ne peux pas juste? Si, je peux. Tu dis toujours que les moteurs cassés peuvent être réparés. Les gens aussi peuvent être réparés. Robert tenait la clé avec précaution, comme si c'était quelque chose de sacré. Que voulez-vous que je fasse, Sarah? Elle le fixa pendant un long moment. D'abord, arrêtez de m'appeler Sarah. Nous ne sommes pas amis. Comment dois-je vous appeler? Mademoiselle Barnes. Comme toujours. Très bien, Mademoiselle Barnes. Deuxièmement, reprenez votre cadeau. Je ne veux rien de votre entreprise. Robert regarda le manuel restauré, puis Choui, qui secoua la tête presque imperceptiblement.
Et si je le laissais ici, mais pas comme un cadeau? Comme un prêt? Que voulez-vous dire? Vous gardez le manuel ici, à l'atelier. Vous étudiez les projets de votre père. Mais il appartient toujours à Mitchell Automotive jusqu'à ce que nous décidions ensemble quoi en faire. Sarah réfléchit un instant. Et qu'attendez-vous en retour? Robert regarda la clé dans ses mains. Une chance de construire quelque chose ensemble. Une chance de réparer ce que mon père a brisé. Et comment comptez-vous faire ça? Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de votre aide. Sarah reprit le manuel et le posa sur l'établi. Monsieur Mitchell, vous avez détruit la vie de mon père. Ce n'est pas un projet de charité qui va arranger ça. Je sais, mais c'est un début. C'est un début pathétique. Alors apprenez-moi à faire mieux. Sarah l'étudia en silence pendant presque une minute. Pourquoi ferais-je ça? Robert leva la clé au ruban rouge. Parce que, d'après Choui, vous croyez que les moteurs cassés peuvent être réparés. Et je suis le moteur le plus cassé que vous ayez jamais vu. Malgré tout, Sarah faillit sourire. Vous êtes vraiment pathétique, monsieur Mitchell. Oui, je le suis. Et arrogant aussi, et complètement déconnecté de la réalité. C'est vrai. Sarah regarda Choui, qui suivait la conversation avec intérêt. Et tu penses que je devrais aider cet homme? Je pense que tu devrais lui donner une chance de montrer qui il est vraiment, répondit Choui. Pas qui était son père, pas qui est son entreprise. Qui il est, lui. Sarah soupira profondément. Une chance, monsieur Mitchell. Une seule chance. Si vous me décevez, si vous essayez de m'acheter avec des cadeaux chers ou des offres généreuses, c'est fini. Compris? Compris. Et ne venez pas ici tous les jours en prétendant avoir des questions techniques. Si vous voulez parler, soyez honnête. Je le serai. Et arrêtez de porter une cravate. Ici, on travaille. On ne fait pas de réunion. Robert sourit. Entendu. Sarah reprit la clé. Maintenant, partez. J'ai du travail. Puis-je revenir demain? Vous pouvez, mais venez prêt à travailler vraiment. Pas juste à rester là à regarder. Robert fit un signe à Choui et se dirigea vers la porte. Arrivé à la porte, il se retourna. Mademoiselle Barnes? Quoi? Merci pour cette chance. Ne me remerciez pas encore, monsieur Mitchell. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez. En rentrant chez lui, Robert regarda ses propres mains sur le volant. Des mains douces, sans cale, qui n'avaient pas touché d'outils depuis 15 ans. Demain, ça changerait. Demain, il commencerait à apprendre la différence entre les machines et les moteurs avec une âme. Et peut-être, avec beaucoup de chance et de travail acharné, il pourrait réparer plus que de simples moteurs. Robert Mitchell arriva chez Barnes et Fils Réparation Auto le lendemain matin à 7h30, une demi-heure avant l'ouverture de l'atelier. Il portait un jean délavé, un simple t-shirt gris et de vieilles baskets qu'il avait trouvées au fond de son placard, des vêtements qu'il n'avait pas portés depuis au moins 10 ans. Sarah était déjà là, bien sûr. Elle arrivait toujours tôt. Elle organisait des outils sur l'établi principal, une tasse de café fumante à proximité. « Bonjour, mademoiselle Barnes, dit-il, essayant de paraître décontracté. « Monsieur Mitchell. » Elle le toisa de haut en bas. « Au moins aujourd'hui, vous n'avez pas l'air d'aller à une réunion d'affaires. J'ai pensé que ce serait plus approprié. C'est un début. » Sarah finit d'organiser les outils et se tourna vers lui. « Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai besoin de savoir une chose. Quand avez-vous vraiment travaillé avec vos mains pour la dernière fois? Et je ne parle pas de serrer quelques vis pendant 5 minutes pour impressionner des visiteurs à l'usine. » Robert réfléchit un instant. « Probablement à l'université. J'avais un cours pratique sur les moteurs en 2e année. C'était il y a combien de temps? 15 ans. Sarah secoua la tête. 15 ans. Monsieur Mitchell, vous dirigez une entreprise de moteurs depuis une décennie et vous n'avez pas travaillé sur un moteur depuis 15 ans. J'ai d'autres responsabilités. Bien sûr que vous en avez. Elle but une gorgée de café. Très bien, voyons si vous vous souvenez encore de quelque chose. Sarah se dirigea vers un coin de l'atelier où plusieurs pièces de moteur étaient étalées sur une bâche bleue. Pistons, soupapes, vilebrequins, culasses, tous propres et organisés, mais clairement démontés. C'était le moteur d'une Mustang de 1965 qui est arrivé le mois dernier, expliqua-t-elle. Le propriétaire a renoncé à le réparer car il pensait que ce serait trop cher. J'ai acheté les pièces.
Robert se pencha pour examiner les composants. Il est en bon état. Pour quelqu'un qui n'a pas touché un moteur depuis 15 ans, vous avez l'air plutôt confiant. La théorie, vous vous souvenez? C'est vrai. La théorie. Sarah sourit d'une manière qui n'était pas exactement amicale. Voyons votre théorie en pratique. Nous allons remonter ce moteur ensemble. Vraiment? Monsieur Mitchell, vous avez dit que vous vouliez construire quelque chose avec moi. C'est votre test. Si nous parvenons à faire tourner ce moteur, peut-être prouverez-vous que vous voulez vraiment arranger les choses entre votre famille et la mienne. Robert regarda les pièces sur le sol. Il y avait beaucoup de composants, beaucoup de vis, beaucoup de chances de se tromper. Et si je casse quelque chose? Alors vous découvrirez si vous avez vraiment assez d'argent pour payer les dégâts. Juste à ce moment, Shui revint de l'école, son sac à dos sur les épaules. « Salut, Sarah. »« Salut, monsieur Mitchell » cria-t-il en courant vers eux. « Vous allez construire un moteur? »« On va essayer, » répondit Sarah. « Je peux aider? »« Tu as école. »« Mais je peux venir ici à midi et après les cours. »« Tu peux, mais maintenant, va étudier. » Shui s'éloigna en courant, visiblement excité à l'idée de voir Robert se débattre avec les outils. Sarah attrapa un manuel technique et le posa sur une table improvisée faite d'une caisse. D'abord, revoyons la théorie. Montrez-moi que vous vous souvenez au moins du fonctionnement d'un moteur. Robert étudia le schéma dans le manuel et commença à expliquer le cycle à 4 temps. Admission, compression, combustion, échappement. Sarah écoutait en silence, posant occasionnellement des questions techniques plus détaillées. « Votre théorie est correcte, » dit-elle finalement. Maintenant, voyons si vos mains peuvent suivre votre tête. Ils commencèrent par le bloc moteur. Sarah montra à Robert comment vérifier si les surfaces étaient propres et planes, comment appliquer le mastic sur les joints, comment placer les pièces dans le bon ordre. Robert essaya de suivre les instructions, mais ses mains ne coopéraient pas. Il laissait tomber des vis, mettait trop de mastic à certains endroits et pas assez à d'autres, et il lui fallut 3 essais pour ajuster correctement un simple joint de culasse. « Vous êtes nerveux ?» nota Sarah un peu plus tard. « Pourquoi ? Ce n'est qu'un moteur. Ça fait juste longtemps, et vous observez chacun de mes mouvements. Monsieur Mitchell, si vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui vous regarde, vous ne travaillerez jamais avec moi. » Robert prit une profonde inspiration et essaya de se concentrer. Lentement, ses mouvements devinrent plus coordonnés. Pas habiles, mais au moins fonctionnels. Quand ils arrivèrent au piston, Robert réussit enfin à en installer un correctement du premier coup. « C'est mieux, » dit Sarah. « Mais vous êtes encore trop tendu. Détendez-vous. »« J'essaie. »« Non, vous n'essayez pas. Vous réfléchissez trop. Un moteur, ce n'est pas des maths, monsieur Mitchell. C'est de l'instinct. » Robert la regarda, confus. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Sentez ce boulon. » Elle prit sa main et la posa sur un boulon qu'il essayait de serrer. « Sentez la résistance. Quand cesse-t-il de tourner facilement ? » ?»« Je le sens. » »« C'est le poids. Vous n'avez pas besoin d'une clé dynamométrique pour savoir quand c'est assez serré. Votre main le sait. Et si je serre trop ? Alors vous apprendrez à ne pas trop serrer la prochaine fois. » Robert essaya de suivre sa philosophie. Au lieu de calculer la force mentalement, il essaya de sentir ce que le boulon lui disait. Cela fonctionna mieux qu'il ne l'avait prévu. « Vous commencez à comprendre, » dit Sarah en le regardant travailler. Ils passèrent toute la matinée à assembler le moteur. Sarah était une professeure dure mais juste. Elle corrigeait les erreurs de Robert sans l'embarrasser, mais n'acceptait pas non plus le travail bâclé. « Encore, » dit-elle quand Robert essaya d'installer une soupape sans vérifier si la surface était complètement propre. « Mais c'est presque propre. » « Presque ne compte pas. » Robert retira la soupape, nettoya tout à nouveau et la réinstalla. Cette fois, c'était parfait. « Mieux, » dit Sarah. À l'heure du déjeuner, Shui se présenta comme promis, apportant des sandwichs pour eux trois. « Comment ça va ?» demanda-t-il en s'asseyant par terre à côté d'eux. « Votre ami ici connaît la théorie mais a des mains de bureau, » dit Sarah en mordant dans son sandwich. Robert rit. « Merci pour les encouragements. » C'est vrai, insista Sarah, mais elle souriait. Vous réfléchissez trop. Vous voulez tout calculer. Les moteurs ne fonctionnent pas comme ça. Comment fonctionnent-ils alors? Vous leur parlez, écoutez ce dont ils ont besoin, sentez où est le problème. Les moteurs ne parlent pas, mademoiselle Barnes. Si.
Vous n'avez juste pas encore appris leur langage. Shui rit. Sarah a raison. Je l'ai vu parler au moteur. Parfois, ils répondent. Ce n'est pas de la folie, dit Sarah sérieusement. C'est de l'expérience. Quand on travaille avec des moteurs depuis 20 ans, on apprend à reconnaître chaque son, chaque vibration, chaque signe qu'ils donnent. Robert regarda ses mains tachées de graisse, avec de petites coupures et des cales dues à des années de travail. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Le travail manuel. J'aime la sensation de réparer quelque chose qui était cassé. De donner une nouvelle vie à quelque chose que tout le monde pensait être de la ferraille. C'est satisfaisant? Plus que n'importe quelle réunion d'entreprise que vous ayez jamais eue, je parie. Robert ne pouvait pas le contredire. Dans l'après-midi, quand Shui revint de l'école, il terminait l'assemblage. Le moteur était presque prêt. Juste quelques derniers réglages et les systèmes électriques à connecter. Je peux le démarrer? Demanda Robert. Pas encore. D'abord, nous devons tout vérifier. 2 fois. Sarah le guida à travers une inspection minutieuse. Ils vérifièrent que tous les boulons étaient correctement serrés, que toutes les connexions étaient sécurisées et que tous les fluides étaient au bon niveau. Maintenant, vous pouvez essayer, dit-elle finalement. Robert tourna la clé de contact. Le moteur toussa une fois, fit un bruit étrange et cala. C'était quoi, ça? Demanda-t-il, inquiet. Calmez-vous. Le premier essai fonctionne rarement. Sarah ouvrit le capot et vérifia quelques connexions. Tiens, ce tuyau était mal fixé. Au deuxième essai, le moteur démarra. Ce n'était pas un rugissement parfait, mais il tournait. On a réussi, cria Shui en sautant de joie. Robert sourit, étonnamment ému. Ce n'était qu'un vieux moteur, mais c'était quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains pour la première fois en 15 ans. Comment vous sentez-vous? Demanda Sarah. Bien. Très bien, en fait. Différent de la signature de contrat? Complètement différent. Sarah coupa le moteur et ferma le capot. Monsieur Mitchell, nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Ce moteur tourne, mais il n'est pas parfait. Il aura besoin de réglages et d'améliorations. Comme notre situation. Exactement. Elle le regarda droit dans les yeux. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous pouviez vous salir les mains. Vous pouvez écouter des instructions et suivre des directives. C'est un début. Seulement un début, Monsieur Mitchell. Vous avez été loin des vrais moteurs pendant 15 ans. Une journée de travail ne compensera pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez montré que vous aviez du potentiel, si vous voulez continuer à apprendre. Robert regarda ses mains tachées de graisse, les outils étalés autour du moteur qu'ils avaient construit ensemble. Je veux continuer. Même en sachant que ce sera difficile, que je ne serai pas tendre avec vous. Surtout à cause de ça. Sarah sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui ait adressé. Alors, on se revoit demain. Nous allons régler ce moteur jusqu'à ce qu'il chante. Et après ça? Alors nous verrons si vous avez vraiment appris quelque chose sur les moteurs avec une âme. Alors qu'il nettoyait les outils, Shui s'approcha de Robert. Monsieur Mitchell, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous si fort impressionner Sarah? Robert arrêta de nettoyer la clé qu'il tenait. Ce n'est pas pour impressionner, Shui. C'est pour réparer quelque chose qui était cassé. Le moteur. Entre autres choses. Shui hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. Comme disait toujours mon père, les meilleures choses de la vie doivent être construites lentement, avec patience. Ton père était un homme sage. Il l'était. Je pense que vous deux, vous serez amis. Amis? Vous et Sarah. Après que vous aurez fini de vous réparer l'un l'autre. Robert regarda Sarah, qui organisait les outils sur l'établi. Elle travaillait avec une économie de mouvement, chaque geste précis et nécessaire. Il y avait une grâce dans son habileté qu'il n'avait jamais remarquée chez personne d'autre. Je l'espère, Shui. Ce sera le cas. Les moteurs cassés peuvent toujours être réparés. Les gens aussi. Quand Robert quitta l'atelier cet après-midi-là, ses mains étaient sales, son dos lui faisait mal, et il était plus fatigué qu'après n'importe quelle journée au bureau. Mais il était aussi plus satisfait qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la vérité sur John Barnes, il sentait qu'il pourrait vraiment être capable d'arranger les choses, un boulon à la fois. 3 semaines plus tard, Robert Mitchell était devenu un habitué de Barnes et Auto Repair. Chaque jour à 7 heures du matin,
il garait sa chevelle devant l'atelier et passait les 8 heures suivantes à apprendre tout ce que Sarah voulait bien lui enseigner. Et elle enseignait beaucoup. Robert savait maintenant faire la différence entre le bruit d'un moteur mal réglé et celui qui avait juste besoin d'huile fraîche. Il pouvait changer des plaquettes de frein sans avoir besoin d'instructions pas à pas. Ses mains s'étaient couvertes de cale et son dos s'était habitué à se pencher sous les capots. Plus important encore, il commençait à comprendre ce que Sarah voulait dire quand elle parlait de moteur avec une âme. Ce vendredi-là, Choui rentra de l'école en portant une boîte en carton. « Regardez ce que j'ai apporté », cria-t-il en posant la boîte sur l'établi. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sarah en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Ma vieille radio. Je l'ai trouvée à l'église. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir un peu de musique ici dans l'atelier. » Robert regarda l'appareil. C'était un radiocassette des années 90 avec une antenne télescopique et des boutons usés par le temps. « Il fonctionne » demanda-t-il. « On va voir » dit Choui en le branchant à la prise la plus proche. La radio s'anima avec un léger grésillement, puis capta une station de country. La voix de Johnny Cash remplit l'atelier avec Ring of Fire. « Parfait » s'exclama Choui en augmentant le volume. Sarah sourit. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de musique ici. »« Votre père n'aimait pas la musique » demanda Robert. « Si, mais après qu'il est tombé malade, je ne sais pas. Ça n'avait plus de sens d'avoir de la musique. » Robert comprit. Certaines choses perdent leur sens quand elles sont liées à de tristes souvenirs. Mais maintenant, ça a de nouveau du sens, dit Choui en dansant seul sur la musique. Sarah rit de la performance du garçon et retourna au moteur sur lequel elle travaillait, un Ford F-150 avec des problèmes de transmission. « Monsieur Mitchell, dit-elle, pouvez-vous m'aider avec ça? J'ai besoin de quelqu'un pour tenir cette pièce pendant que je serre les boulons. » Robert s'avança et tint la pièce en place. Ils travaillaient en parfaite synchronisation, Sarah guidant et Robert suivant ses instructions. La musique country créait une atmosphère détendue que Robert n'avait jamais connue dans un cadre de travail. « Vous savez, dit-il en regardant Sarah travailler, je n'aurais jamais pensé que le travail pouvait être amusant. Amusant, relaxant, satisfaisant, je ne sais pas, différent. » Sarah arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Monsieur Mitchell, comment était votre travail avant? » Des réunions. Beaucoup de réunions. Analyse de rapports, approbation de budget, conférences avec des investisseurs. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'était. Mais je pensais que c'était important. Et maintenant? Robert réfléchit un instant. Maintenant, je réalise qu'il y a une différence entre un travail important et un travail qui a du sens. Sarah sourit et retourna à la transmission. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, écoutant la musique et riant occasionnellement des commentaires de Choui, qui s'était autoproclamé DJ officiel de l'atelier. C'est alors que Robert remarqua l'enseigne de l'atelier. L'enseigne sur la façade du bâtiment était délavée, avec quelques lettres qui s'écaillaient. BNS et Fils. Réparation. Auto était encore lisible, mais à peine. Cette enseigne a besoin d'un coup de peinture, dit-il. Sarah suivit son regard. Je sais. C'est sur ma liste de choses à faire depuis environ 2 ans. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Le temps, l'argent, les priorités. Robert étudia l'enseigne de plus près. La structure était solide. Elle avait juste besoin d'une nouvelle couche de peinture. Je peux la peindre pour vous. Monsieur Mitchell, vous savez peindre. Ça ne peut pas être très différent d'assembler un moteur, n'est-ce pas? Instruction, patience, attention aux détails. Sarah rit. Peindre est très différent de la mécanique. Alors vous m'apprenez. Je ne sais pas peindre d'enseigne. Alors nous apprenons ensemble. Choui, qui avait écouté, cria de l'autre côté de l'atelier, je sais peindre. Ma prof d'art plastique m'a montré. Choui, une enseigne d'atelier, c'est différent des dessins d'école, dit Sarah. Mais ce ne sont que de la peinture et des pinceaux, non? Et j'ai la main sûre. Robert regarda Sarah. Et si on essayait samedi? J'achèterai la peinture. Vous et Choui fournirez les compétences artistiques. Sarah hésita. Monsieur Mitchell, vous n'avez pas à continuer de dépenser de l'argent ici. Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Un investissement dans quoi? Robert sentit son visage s'échauffer. Dans le fait de bien faire les choses. Sarah l'étudia un instant. D'accord. Samedi, nous peignons l'enseigne.
Le samedi matin, Robert arriva à l'atelier avec des pots de peinture, des pinceaux, des rouleaux et tout ce que le vendeur de la quincaillerie lui avait recommandé. « Vous avez acheté assez de peinture pour couvrir tout l'atelier », observa Sarah en regardant la quantité de matériel. « Je préfère en avoir trop que pas assez. » Choui était déjà là, portant un vieux t-shirt et les mains couvertes de peinture bleue. « J'ai déjà commencé », cria-t-il en montrant une planche de bois où il avait peint Barnes et Fils en lettres tordues mais enthousiastes. « Choui, ce n'est pas l'enseigne de l'atelier, dit Sarah. « Je sais. Je m'entraîne. » Robert rit du dévouement du garçon et commença à préparer la véritable enseigne pour la peinture. Sarah l'aida à poncer la surface et à appliquer une couche d'après. « Vous ne savez vraiment pas peindre, dit-elle en regardant Robert se débattre avec le pinceau. « J'apprends. Vous faites des saletés. Ça fait partie du processus d'apprentissage. » Sarah attrapa un autre pinceau et commença à peindre à côté de lui. Ses mouvements étaient beaucoup plus sûrs, même si elle n'avait aucune expérience avec les enseignes. « Comment faites-vous pour que ça ait l'air si facile ?» demanda Robert. « Comme pour les moteurs. Patience et instinct. » Ils travaillèrent côte à côte toute la matinée. Choui jouait le rôle d'assistant officiel, passant les pinceaux, mélangeant les couleurs et donnant des suggestions artistiques pas toujours pratiques. « Et si on faisait les lettres en vert ?» suggéra-t-il. « Pourquoi en vert ?» demanda Sarah. « Je ne sais pas. Le vert, c'est joli. »« On va rester sur le bleu » dit Robert. « Ça va avec le reste de l'atelier. » Au fur et à mesure que l'enseigne prenait forme, Robert ressentit la même satisfaction qu'il avait eue en assemblant le moteur des semaines auparavant. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à fabriquer quelque chose de réel de ses propres mains. « Ça rend bien » dit Sarah en reculant pour voir leur travail. « Vraiment ? Vraiment. Pour quelqu'un qui n'a jamais peint d'enseigne, vous vous en sortez bien. » Robert sourit, fier du compliment. Ils finirent de peindre en fin d'après-midi. L'enseigne était bien plus belle que ce que Robert avait espéré. Les lettres étaient régulières, la couleur était vive et le résultat final avait l'air professionnel. « C'est super !» s'exclama Choui en admirant leur travail. « C'est vrai ?» acquiesça Sarah. « Merci, monsieur Mitchell. Tout le plaisir est pour moi. » Ils commencèrent à nettoyer le matériel de peinture quand Robert remarqua que Sarah était plus silencieuse que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Non, juste, je réfléchis. »« À quoi ?» Sarah arrêta de nettoyer le pinceau qu'elle tenait. « À quel point tout ça est étrange. »« Quoi ? » ?»« Vous, ici, à aider avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre entreprise. Peindre des enseignes, assembler des moteurs, me passer des outils. » Robert ne sut que répondre. « C'est étrange dans le mauvais sens ? » ?»« Je ne sais pas encore. » Choui, sentant la tension, attrapa la radio et augmenta le volume. Une chanson plus entraînante commença à jouer. « Vous êtes trop sérieux tous les deux, » dit-il. « On vient de faire du bon travail. On devrait fêter ça. » Sarah força un sourire. « Choui a raison. C'est vraiment réussi. » Mais Robert sentait bien que quelque chose la tracassait. « Sarah, mademoiselle Barnes, si quelque chose ne va pas… » »« Il n'y a rien qui ne va pas, » l'interrompit-elle un peu sèchement. « Tout va bien. » »« On dirait pas. Monsieur Mitchell, ne m'analysez pas comme si j'étais un de vos rapports d'affaires. » La vivacité de sa voix le prit au dépourvu. « Je n'analysais pas. J'essayais de comprendre. » « Comprendre quoi ? Pourquoi vous êtes soudainement devenu étrange ?» Sarah posa le pinceau sur l'établi plus fort que nécessaire. « Peut-être parce que je ne comprends toujours pas ce que vous voulez vraiment ici. » « Que voulez-vous dire ? » Vous vous présentez ici tous les jours, vous aidez pour tout, vous agissez comme si vous faisiez partie de la famille. Mais je ne sais pas si c'est réel ou juste un autre test. Robert fronça les sourcils. Un test ? Pour voir si je suis digne de confiance, si je suis assez compétente, si je mérite que vous répariez la situation de mon père. Sarah, ce n'est pas comme ça. Vraiment ? Alors pourquoi agissez-vous toujours comme si vous me jugiez ? Je n'agis pas comme ça. Si. Vous observez tout ce que je fais, analysez chaque mot que je dis comme si vous vérifiez si je passe votre test d'approbation. Robert sentit la frustration monter. Ce n'est pas vrai. Vraiment ? Alors pourquoi ne vous détendez-vous jamais complètement ? Pourquoi semble-t-il toujours que vous attendez que je prouve quelque chose ? Parce que je veux que vous me fassiez confiance, explosa Robert.
Le silence qui suivit ne fut rompu que par la musique de la radio. Shui arrêta de bouger les pinceaux et les regarda. « Je veux que vous me fassiez confiance, Sarah. Et je ne sais pas comment faire pour que ça arrive. » Sarah le fixa. « Monsieur Mitchell, la confiance n'est pas quelque chose qu'on gagne par des tests ou des approbations. C'est quelque chose qu'on construit par l'honnêteté. J'ai été honnête. Vous avez été poli, respectueux, serviable. Mais honnête? Je ne suis pas sûr. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous essayez toujours de m'impressionner au lieu d'être simplement vous-même. » Robert ouvrit la bouche pour argumenter, mais s'arrêta. Il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait. Il essayait vraiment de l'impressionner. D'essayer de prouver qu'il méritait une chance de réparer les choses. « Vous avez raison, Annie. »« J'ai raison? J'ai peur que si vous apprenez à connaître le vrai moi, vous n'aimiez pas ce que vous trouverez. » Sarah fit un pas vers lui. « Et qui est le vrai vous, monsieur Mitchell ?» Robert prit une profonde inspiration. Quelqu'un qui a passé 15 ans assis derrière un bureau à prendre des décisions sur des choses qu'il ne comprenait pas. Quelqu'un qui a hérité d'une entreprise et d'une fortune construite sur le travail des autres. Quelqu'un qui ne s'est jamais demandé d'où venait son succès jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Continuez. Quelqu'un qui essaie d'apprendre à travailler de ses mains parce qu'il a réalisé qu'il ne sait en fait rien faire de vraiment utile. Quelqu'un qui est amoureux d'une femme qui a toutes les raisons du monde de me détester. L'air dans l'atelier devint lourd. Shui arrêta complètement de bouger et observait la conversation avec de grands yeux. Sarah regarda Robert pendant un long moment. « Vous pensez vraiment que je devrais vous haïr? Je pense que ce serait juste. Et vous pensez que vous êtes amoureux de moi? » Robert sentit son visage brûler. « Je pense, oui. » Sarah fit un autre pas vers lui. « Monsieur Mitchell, vous êtes vraiment un idiot. »« Je sais. »« Non, vous ne savez pas. » Elle tendit la main et attrapa le col de sa chemise. « Si vous le saviez, vous comprendriez que je ne veux pas que vous essayiez de m'impressionner. »« Que voulez-vous ? » ?»« Je veux que vous arrêtiez d'agir comme si vous demandiez la permission d'exister. »« Ça. » »« Je veux que vous compreniez que peut-être, juste peut-être, je suis aussi intéressé par découvrir qui vous êtes vraiment, sous toute cette culpabilité et cette paranoïa. » Robert regarda dans ses yeux et vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. De l'intérêt, de la curiosité, et peut-être quelque chose de plus. Ça. Elle ne le laissa pas finir. Elle le tira par le col et l'embrassa. C'était un baiser passionné, plein de frustration et de désir contenu. Robert se figea une seconde, puis répondit, l'enlaçant de ses bras. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Waouh !» murmura Shui de l'autre côté de l'atelier. Ça, ce n'était pas dans le plan. Sarah regarda Robert, les yeux brillants. « Monsieur Mitchell ? » ?»« Oui. »« Arrêtez de m'appeler Mademoiselle Barnes quand nous sommes seuls. »« Comment dois-je vous appeler ? » ?»« Par mon nom. Sarah. »« Mieux. Et arrêtez d'agir comme si vous me testiez. »« Comment dois-je agir ? » Sarah sourit, comme quelqu'un qui venait de découvrir que peut-être, juste peut-être, les sentiments étaient réciproques. Robert lui rendit son sourire, sentant un poids énorme s'enlever de ses épaules. « Shui !» cria Sarah sans quitter Robert des yeux. « Tu peux monter la musique ? Je crois qu'on va avoir besoin d'une bande-son pour la suite. » Shui courut vers la radio, souriant jusqu'aux oreilles. « Enfin !» cria-t-il. « Je savais que vous deux, vous alliez vous arranger. » Et tandis que la musique country remplissait l'atelier, Robert Mitchell comprit enfin ce que Sarah voulait dire à propos des choses qui ont une âme. Certaines choses ne peuvent être ni analysées, ni testées. Elles ne peuvent qu'être ressenties. 2 semaines après le baiser, Robert arriva à l'atelier avec un dossier en cuir sous le bras et un sourire nerveux. Sarah ajustait la suspension d'une Jeep Wrangler, complètement concentrée sur son travail. « Bonjour, Sarah », dit-il en posant le dossier sur l'établi. « Bonjour. » Elle regarda le dossier avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une proposition. Quelque chose à quoi je pense depuis quelques semaines. » Sarah arrêta ce qu'elle faisait et s'essuya les mains sur un chiffon. « Quel genre de proposition ? » Robert prit une profonde inspiration. Il avait répété ce moment pendant des jours, mais maintenant qu'il était là, il se sentait incertain. Une école de mécanique communautaire. Pour des gens comme Shui, qui veulent apprendre mais ne peuvent pas se payer des cours chers. Sarah haussa un sourcil. « Et pourquoi me dites-vous ça ? » « Parce que je veux que ce soit la nôtre. Notre école. »
Il ouvrit le dossier et en sortit une pile de documents organisés. Plan d'architecte, budget détaillé, proposition de programme, le tout imprimé sur du papier à en-tête professionnelle. Regardez ça, dit Sarah en feuilletant les papiers. Vous avez vraiment pensé à tout, n'est-ce pas? Oui. Nous pouvons utiliser le terrain à côté de l'atelier. Monsieur Henderson veut vendre depuis des années. Nous construirons une école-atelier moderne avec de nouveaux équipements, mais en gardant l'esprit de Barnes et Fils. Sarah continuait de lire, mais son expression s'assombrissait. Et le nom, demanda-t-elle. École de mécanique communautaire Barnes Motor. Barnes Motor. En l'honneur de votre père et de vous. Sarah arriva à la dernière page des documents et s'arrêta. Là, c'était le contrat de partenariat. Elle le lut une fois, puis une autre, en fronçant les sourcils. Robert, il y a une erreur ici. Oh? Ici, dans le contrat. Il est dit que je suis cofondatrice et que vous êtes un partenaire investisseur. Ce n'est pas une erreur. Comment ça, ce n'est pas une erreur? Vous payez tout. C'est vous qui avez eu l'idée. Robert s'approcha d'elle. Sarah, l'idée n'est venue que parce que je vous ai rencontré. Parce que j'ai appris qu'il y a une différence entre enseigner la théorie et enseigner la passion du travail. Vous seriez la directrice technique. Je ne serai que le financeur. Robert, regardez ça. Il pointa une clause spécifique. 50% des bénéfices seront versés à un fonds de bourse pour les enfants défavorisés comme Choui. Sarah le regarda, incrédule. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Juste à ce moment, Choui rentra de l'école avec son sac à dos et un grand sourire. Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous? Il s'arrêta en voyant les documents étalés. C'est quoi tout ça? De la folie, marmonna Sarah. Une opportunité, corrigea Robert. Choui s'approcha et regarda les plans d'architecte. C'est une école? Une école de mécanique, expliqua Robert. Pour enseigner aux gens, les yeux de Choui s'illuminèrent. Vraiment? Je pourrais y étudier? Tu serais l'un des premiers élèves, dit Robert. Sarah secoua la tête. Robert, c'est très généreux, mais... Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ça. Robert s'assit sur un tabouret proche. Parce que votre père aurait dû être reconnu comme le génie qu'il était. Parce que les enfants comme Choui méritent la même chance que j'ai eue. Et parce que je veux construire quelque chose qui a du sens. Et vous pensez que je serais une bonne directrice technique? Je pense que vous seriez la meilleure directrice technique possible. Sarah regarda à nouveau le contrat, puis Choui, qui étudiait les plans avec fascination. Il y a une condition, dit-elle finalement. Laquelle? Si j'accepte, vous allez vous salir les mains tous les jours. Pas question de rester dans un bureau à gérer des choses. Vous enseignerez, guiderez, travaillerez directement avec les élèves. Robert sourit. Je peux vivre avec ça. Et une autre chose. Choui sera notre premier conseiller étudiant. S'il dit que quelque chose ne fonctionne pas, nous changeons. Marché conclu. Choui sauta de joie. Je vais être conseiller. Sarah, ça veut dire que je pourrai aider à prendre des décisions? Ça veut dire que tu nous diras si on fait des bêtises, répondit Sarah en souriant. Cool. Je peux commencer maintenant? Sarah regarda Robert une dernière fois. Vous êtes sûr de ça? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de travail, beaucoup de risques. Sarah, pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de quelque chose. Elle prit un stylo sur l'établi. Alors, écrivons l'histoire. Et elle signa le contrat, officialisant le partenariat qui allait changer leur vie pour toujours. 6 mois après la signature du contrat de l'école, Robert Mitchell était dans son sous-sol à 2 heures du matin, une perceuse à la main, la sueur au front. Sur son établi improvisé, un écrou de moteur de 8 cm était en train d'être transformé en quelque chose de complètement différent. Il avait commencé le projet 3 semaines plus tôt, travaillant en secret chaque fois que Sarah n'était pas là, ponçant, polissant, ajustant, répétant. Ses mains, maintenant endurcies par tout le travail à l'atelier, maniaient les outils avec une précision qu'il n'avait pas un an auparavant. L'écrou avait appartenu au moteur d'origine de la Chevelle des années 70. Quand ils avaient fait la révision complète de la voiture, Robert avait gardé la pièce, disant qu'elle avait une valeur sentimentale. Sarah avait ri, le traitant de romantique incurable. Si seulement elle savait à quel point. Robert leva l'écrou poli à la lumière. Le métal brillait comme de l'argent, chaque surface parfaitement lisse. Au centre, là où se trouvait le trou du boulon,
il avait serti un petit diamant qui avait appartenu à la bague de fiançailles de sa mère. Ce n'était pas conventionnel, certainement pas traditionnel, mais c'était parfait pour Sarah. Le lendemain matin, Robert arriva à l'atelier avec une boîte en bois poli. Sarah vérifiait l'avancement des travaux de l'école à l'extérieur, regardant les ouvriers installer les dernières fenêtres. « C'est magnifique », dit-elle sans quitter le bâtiment des yeux. « Tout comme la directrice technique », répondit Robert. Sarah rit. « Très gentil, monsieur Mitchell. Sarah, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » « Vas-y, pas ici. À l'intérieur. » Elle le suivit dans l'atelier, curieuse du ton sérieux de sa voix. Choui était à l'école, donc ils avaient de l'intimité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air différent. » Robert posa délicatement la boîte sur l'établi. « Tu te souviens de la boîte à outils de ton père? Celle que tu m'as montrée le premier jour? Bien sûr, Larne. Pourquoi? Tu avais dit qu'elle était cassée. Le loquet ne fonctionnait plus. C'est vrai. Je ne pouvais plus l'ouvrir correctement. Robert tourna la boîte vers elle. C'était la même boîte, mais entièrement restaurée. Le métal brillait, le loquet fonctionnait parfaitement et le nom Barnes avait été regravé en lettres plus profondes. Robert, comment as-tu? Je l'ai emprunté il y a 2 semaines quand tu es sorti acheter des pièces. Sarah passa ses mains sur la surface de la boîte, émue. Elle est parfaite, exactement comme quand mon père l'a achetée. Ouvre-la. Sarah actionna le loquet. La boîte s'ouvrit doucement, révélant un intérieur doublé de velours bleu. Au centre, là où se trouvaient habituellement les outils, se trouvait un petit coussin de satin blanc. Et sur le coussin, la bague. Sarah resta silencieuse un long moment, regardant l'écrou poli qui brillait comme un bijou précieux. Robert, un écrou de moteur de Machevelle. Celui que tu as réparé le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tu as fait une bague à partir d'un écrou de moteur. Avec le diamant de la bague de ma mère. Sarah prit délicatement la bague, la tournant à la lumière. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue. Robert sentit son cœur s'arrêter. Ridicule? Et en même temps, la plus belle. Il poussa un soupir de soulagement. Sarah Barnes, dit-il en s'agenouillant près de l'établi. Il y a 1 an, tu as réparé mon moteur en 10 minutes, mais il t'a fallu beaucoup plus de temps pour m'apprendre que les moteurs ont une âme. Robert, tu m'as appris à travailler de mes mains, à écouter ce que les moteurs me disaient, à trouver de la satisfaction dans la réparation des choses cassées. Sarah tenait la bague, les yeux brillants. Plus important encore, tu m'as appris que certaines choses ne peuvent être ni achetées, ni négociées. Elles doivent être construites avec de la patience, de l'honnêteté et du travail acharné. Continue. Je ne veux pas seulement construire des moteurs avec toi, Sarah. Je veux construire une vie, une famille, un avenir où nous apprendrons aux autres que le travail honnête et le véritable amour sont les seules choses qui comptent vraiment. Sarah s'agenouilla à côté de lui. Robert Mitchell, êtes-vous en train de me demander en mariage avec une bague faite d'un écrou de moteur? Je le suis. Dans l'atelier de mon père, à côté d'une Jeep qui a besoin d'une réparation de transmission. Je le suis. Sarah sourit, des larmes coulant sur son visage. Alors ma réponse est oui. Bien sûr que c'est oui. Robert lui glissa la bague au doigt. Elle lui allait parfaitement. Tu es sûr? Demanda-t-il. Ce sera une vie différente. De la graisse sur les mains, du travail acharné, des problèmes de moteur tous les jours. Robert, je ne changerai cette vie pour rien au monde. Pas pour toutes les bagues traditionnelles du monde. Ils s'embrassèrent là, sur le sol de l'atelier, avec l'odeur d'huile dans l'air et le bruit des outils en arrière-plan. Et quand Choui rentra de l'école 1 heure plus tard, il les trouva encore enlacés, planifiant un avenir construit de leurs propres mains. « Enfin !» cria-t-il. « Je peux être le témoin? » « Tu peux, » dit Sarah en montrant la bague. « Mais seulement si tu promets de ne pas pleurer à la cérémonie. »« Promis » mentit Choui, déjà ému. Et c'est ainsi, entre rire et larmes, qu'ils commencèrent à planifier le mariage le plus insolite que Brentwood, Tennessee, ait jamais vu. La cour de Barnes et Fils Réparation Auto n'avait jamais contenu autant de fleurs. Des guirlandes de lumière jaune pendaient entre les arbres, et des chaises empruntées à l'église méthodiste formaient une allée improvisée entre les établis. C'était samedi, 10 heures du matin, et le mariage le plus insolite de Brentwood était sur le point de commencer. Robert Mitchell ajusta sa combinaison bleu marine pour la 5e fois, essayant de calmer ses nerfs. Le tissu était neuf, mais la coupe était la même que celle qu'il avait appris à porter ces derniers mois.
Sur la poche de poitrine, brodée en lettres dorées, on pouvait lire « Barn Motor, cofondateur ». Tu es plus nerveux que la première fois que tu as assemblé un moteur, plaisanta Harold, son oncle et témoin. Beaucoup plus nerveux, admit Robert en regardant autour de lui. Les invités étaient un mélange étrange. Des cadres de Mitchell Automotive assis à côté des voisins de l'atelier. Shui avait insisté pour inviter toute sa classe d'école, qui remplissait maintenant 2 rangées, chuchotant avec excitation. Le pasteur de l'église méthodiste, un homme bon nommé révérend Williams, organisait ses notes sur un banc recouvert d'une nappe en dentelle blanche. À côté de lui, l'autel était décoré de vieux outils ayant appartenu au père de Sarah, polis jusqu'à briller comme de l'argent. « Elle arrive !» cria Shui en courant vers Robert. Le garçon portait un petit costume emprunté et tenait une boîte à outils miniature peinte en blanc et décorée de rubans bleus. À l'intérieur se trouvaient les alliances, toutes 2 fabriquées par Robert selon la même méthode que l'écrou poli, mais plus petite et plus délicate. La musique commença. Ce n'était pas la marche nuptiale traditionnelle, mais At Last d'Etta James, jouée sur la même vieille radio que Shui avait apportée des mois auparavant. Et puis Sarah apparut. Elle marchait seule, elle y avait insisté, vêtue d'une combinaison blanche qu'elle avait brodée elle-même de petites fleurs bleues. Ses cheveux étaient lâchés, avec une simple couronne de marguerite. À ses pieds, ses bottes de travail habituelles, propres et polies. Robert eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Sarah était radieuse, souriant d'un mélange de bonheur et de malice qu'il avait appris à aimer. « Respirer, ça aide », lui chuchota Harold à l'oreille. La cérémonie fut simple et sincère. Le révérend Williams parla de vrais partenariats, de construire quelque chose de durable ensemble, de trouver la beauté dans les choses simples de la vie. Quand vint le moment des vœux, Robert sortit un morceau de papier froissé de sa poche. « Sarah, commença-t-il, la voix tremblante. Tu m'as appris que les meilleures choses de la vie ne viennent pas toutes prêtes. Elles doivent être construites, pièce par pièce, avec patience et amour. » Sarah sourit, les yeux brillants. « Tu m'as appris que les moteurs ont une âme, que le travail honnête est la plus grande richesse, et que parfois, la bonne personne se présente au bon moment pour réparer tout ce qui était cassé dans nos vies. » Shui renifla bruyamment au premier rang. « Je promets de construire notre vie ensemble, comme tu m'as appris à construire des moteurs, en écoutant, en ajustant, en réparant quand c'est nécessaire, et toujours, toujours avec amour. » Sarah essuya une larme et partagea ses propres vœux. « Robert, tu es arrivé ici en homme perdu, essayant d'impressionner tout le monde. Mais tu as découvert que la vraie impression vient de mains travailleuses et d'un cœur honnête. » Elle prit ses mains, rêches de tant de travail. « Je promets de t'apprendre tout ce que je sais sur les moteurs et la vie, tant que tu continues à m'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Shui s'avança avec la petite boîte à outils, l'ouvrant solennellement. Les alliances brillaient à l'intérieur de la boîte doublée. « Avec ces anneaux, promettez-vous tous les 2 de construire une vie ensemble ?» demanda le révérend Williams. « Oui, répondirent-ils à l'unisson. »« Alors, par l'autorité qui m'est conférée, et par le pouvoir de l'amour véritable dont nous sommes témoins aujourd'hui, je vous déclare maintenant mari et femme. » La foule éclata en applaudissements. Shui sautait de joie. Même les cadres les plus sérieux de Mitchell Automotive souriaient. « Maintenant, ouvrons le vrai cadeau de mariage !» cria Shui. Robert et Sarah marchèrent main dans la main jusqu'à l'école nouvellement construite. Devant le bâtiment, recouvert d'un drap blanc, se trouvait le moteur qu'ils avaient construit ensemble le tout premier jour, celui de la Mustang de 1965, maintenant monté sur un support spécial avec une plaque dorée. Premier moteur Barn, en mémoire d'Edward Barn, visionnaire. « Ensemble ?» demanda Robert. Sarah hocha la tête. Ils tirèrent le drap en même temps, révélant le moteur poli et étincelant. Robert tourna la clé. Le moteur rugit, parfait et puissant. Les voisins applaudirent, les enfants acclamèrent, et la musique remplit l'air. Sarah s'approcha de Robert et lui chuchota à l'oreille, « Maintenant, tu es un homme de parole et de moteur. » Robert l'embrassa, là, au milieu de la fête, avec le son du moteur qu'ils avaient construit ensemble résonnant en arrière-plan. « On l'a fait, dit-il. »« Fait quoi ?»« Construit quelque chose qui durera pour toujours. » Sarah sourit, regardant Shui danser avec les enfants, l'école qui enseignerait à des générations de mécaniciens, le moteur qui ronronnait comme une promesse pour l'avenir. « Robert Mitchell, tu as enfin appris à payer. Parce que maintenant tu sais que les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être achetées. Elles ne peuvent qu'être construites avec de l'amour, du travail acharné et beaucoup, beaucoup de patience.
Et tandis que la fête se poursuivait autour d'eux, Robert et Sarah restèrent enlacés l'un dans les bras de l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sarah et Robert? Laissez vos impressions en commentaire. Notez cette histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez plus d'histoires émouvantes en cliquant ici, sur l'écran de fin.